Vous écoutez Envol d'elle et aujourd'hui nous allons parler de surcharge, d'impuissance et de redécouvrir notre capacité de choisir. Bienvenue sur Envol d'elle, le podcast qui soutient votre envol. Je suis Rachel, coach certifiée, et j'aborde avec vous des thèmes de développement personnel pour nous permettre de nous épanouir et vivre des relations harmonieuses. Bonjour! Vous le savez déjà, de nos jours, il y a bien plus d'activités et d'opportunités que nous n'avons de temps et de ressources à notre disposition. Il est donc essentiel pour nous d'apprendre à discerner les quelques éléments cruciaux de tout le reste qui est insignifiant. C'est en somme se demander non pas comment je peux faire plus de choses, plus d'activités, mais bien plutôt, est-ce que j'investis du temps dans les bonnes activités ? Greg McKeown, auteur et conférencier, nous parle de ce cadre motivé, hyperactif, qui essayait de tout apprendre et de tout faire et qui semblait trouver une nouvelle obsession chaque jour. Pour cet homme, tout était important. En conséquence, il progressait d'1 millimètre dans 1 million de directions. Il était tout à la fois surchargé de travail et en même temps sous-utilisé. Surchargé de ces millions de directions prises, sous-utilisé car dans la grande majorité de ces directions, ce n'était pas crucial, ce n'était pas pile dans ce qu'il savait faire de mieux, ce n'était pas là où il apportait la plus grande contribution. Cette personne avait en fait perdu sa capacité à discerner les quelques éléments cruciaux des nombreux éléments insignifiants. En nous dispersant ainsi dans des millions de directions différentes, nous n'avançons que très peu, notre impact est très limité. Tandis que si nous ciblons un nombre limité de directions, quelques-unes seulement, on peut avancer beaucoup plus et notre impact sera plus grand. À contre-courant du toujours plus, c'est le principe du moins mais mieux. Ces dernières années, nous avons vécu une augmentation exponentielle des choix à notre portée. Les choix en termes de formation, d'alimentation, de produits, d'expériences, de destination de vacances, de méthodes de travail, etc. Nous sommes face à une multitude de choix. Et au milieu de tout ça, c'est comme si nous avions perdu de vue les choix importants. Cette multitude de choix a en fait dépassé notre capacité à le gérer. On en arrive à ce que les psychologues ont appelé de la fatigue décisionnelle, qui est une saturation mentale. Cette fatigue décisionnelle intervient à force de prendre des décisions au fil de notre journée, ce qui peut nous amener ensuite à faire des choix par défaut ou à céder à la tentation plus facilement. Pensez aux bonbons qui se trouvent aux caisses des magasins une fois que vous avez fait déjà plein de choix tout au long de vos commissions. Ou à la tentation des séries en streaming à la fin de votre journée quand vous êtes bien fatigué, que vous avez fait des choix tout au long de votre journée. Et non seulement le nombre de choix a augmenté, mais la pression sociale également, au travers de notre hyperconnectivité qui nous donne accès à des informations et à des opinions sans fin sur Internet, à l'image du fil Instagram que nous pouvons scroller à l'infini. Toutes ces possibilités à notre portée, toutes ces informations et ces opinions viennent nourrir le mythe que nous pouvons tout avoir et tout faire. Mythe qui n'est d'ailleurs pas nouveau. De nos jours, il a pour conséquence que des personnes stressées essayent de caser encore plus d'activités dans leur vie déjà surchargée. Peut-être que ça vous parle pour votre propre vie, et si ce n'est pas le cas, vous avez sûrement une personne dans votre entourage pour qui c'est vrai. Lorsque nous essayons de tout faire et de tout avoir, nous nous retrouvons à faire des compromis que nous n'accepterions jamais comme stratégie intentionnelle. Lorsqu'on ne choisit pas délibérément où concentrer notre énergie et notre temps, d'autres personnes, comme nos patrons, nos collègues, nos clients ou même nos familles, choisiront pour nous. Et en peu de temps, nous aurons perdu de vue tout ce qui est significatif et important pour nous. Dit autrement, nous pouvons soit faire nos choix délibérément, soit laisser les agendas d'autres personnes contrôler nos vies. Comme nous le dit Greg McKeown, je cite, « Si vous ne mettez pas de priorité dans votre vie, quelqu'un d'autre le fera à votre place. » Fin de la citation. Le choix, c'est une action, c'est quelque chose que l'on fait.
On ne contrôle pas les différentes options qui peuvent se présenter à nous, mais nous avons toujours le contrôle sur comment nous choisissons parmi elles. Ça me rappelle les paroles de Viktor Frankl, psychothérapeute, psychiatre et écrivain autrichien qui a vécu dans les conditions inhumaines des camps de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je cite : « Nous qui avons vécu dans un camp de concentration, nous nous souvenons de ces hommes qui parcouraient les baraques en réconfortant les autres, en donnant leur dernier morceau de pain. Ils étaient peut-être peu nombreux, mais ils démontrent à eux seuls que l'on peut tout enlever à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, celle de choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance, celle de choisir sa propre voie. » Fin de la citation. On le voit comme dans un camp de concentration, les options, les opportunités, les choses peuvent nous être enlevées, tandis que notre capacité fondamentale de choisir, notre libre arbitre, ne peut pas nous être ôtée. Et si ça a été vrai dans des conditions aussi horribles qu'un camp de concentration, je pense que c'est vrai pour nous tous dans nos circonstances de vie actuelles. Greg McKeown nous dit, je cite, « Notre capacité de choisir ne peut pas nous être enlevée ou même donnée. Elle peut seulement être oubliée. » Fin de la citation. En effet, il peut arriver que nous oublions notre capacité à choisir. Ça s'appelle l'impuissance apprise. Ce concept d'impuissance apprise a été proposé par Martin Seligman, professeur de psychologie expérimentale. Il s'agit d'un sentiment d'impuissance provoqué par le fait d'être exposé, de façon durable ou répétée, dans des situations sur lesquelles nous ne pouvons agir et auxquelles nous ne pouvons échapper. Martin Seligman a conduit cette expérience avec des chiens. Il les a séparés en 3 groupes. Le premier groupe était attaché avec un harnais et recevait un choc électrique. Il leur était aussi donné un levier qu'ils pouvaient presser pour arrêter le choc. Le deuxième groupe était placé dans des harnais identiques avec le même levier et le même choc électrique. Seulement, leur levier à eux ne fonctionnait pas, rendant ces chiens impuissants pour arrêter le choc. Le troisième groupe de chiens était simplement attaché avec un harnais et ne recevait pas de choc électrique. Après coup, ces 3 groupes ont été mis dans un nouveau dispositif, une grande caisse divisée par un petit muret au milieu. Une partie de la caisse produisait un choc électrique et l'autre pas. Et là, quelque chose d'intéressant s'est produit. Les chiens qui avaient pu arrêter les chocs et ceux qui n'avaient pas reçu le choc du tout ont rapidement appris à passer par-dessus le muret pour rejoindre le côté où il n'y avait pas de choc. Par contre, les chiens du deuxième groupe, qui avaient précédemment appris que rien ne pouvait arrêter les chocs, restaient passivement immobiles et gémissaient. Ces chiens ne se sont pas adaptés. Ils n'ont rien essayé pour éviter de recevoir les chocs. Ils ne savaient pas qu'ils avaient un autre choix que celui de recevoir un choc. Ils avaient appris l'impuissance. Ça peut aussi nous arriver en tant qu'être humain. Par exemple, un enfant qui a des difficultés en maths, qui essaye mais qui n'arrive pas à s'améliorer et finalement qui abandonne. Il croit qu'il est nul en maths et que rien de ce qu'il fait ou qu'il peut faire ne peut avoir d'influence ou d'importance. Cette impuissance apprise peut donc se traduire soit par un comportement qui n'essaye plus, qui a abandonné, ou alors comme un comportement qui essaye de tout faire. En effet, une personne qui essaye de tout faire ne pense pas avoir le choix de quelle opportunité, quelle tâche, quel challenge elle doit prendre. Elle croit qu'elle doit tout faire. C'est clairement difficile de choisir, et je ne suis pas en train de vous dire le contraire. Et c'est clairement coûteux en énergie, on en a parlé tout à l'heure. Mais quand nous oublions notre capacité de choisir, on apprend l'impuissance. En résumé, sachons trier dans les différents choix qui se présentent à nous, ceux qui sont réellement importants, comme quelle formation choisir, avec qui se marier, et ceux qui sont moins importants, comme quelle tenue je vais porter aujourd'hui ou quel yogourt choisir au magasin. Passons du temps sur les choix qui le nécessitent et essayons de simplifier pour le reste. Par exemple, pour simplifier, on peut choisir une fois pour toutes. Certains ont ainsi opté de porter toujours la même tenue pour ne pas dépenser d'énergie à ce choix-là. Ou alors, on peut simplifier avec des automatismes.
en choisissant toujours la même marque de yogourt. Rappelons-nous notre capacité de choisir, cette capacité qui ne peut pas nous être enlevée, mais que nous pouvons oublier. Rappelons-nous que tout n'a pas la même importance, seul un petit nombre de choses importent vraiment. Rappelons-nous que nous pouvons faire ce que nous choisissons, mais que nous ne pouvons pas tout faire. Pensons moins, mais mieux. Nous sommes au terme de cet épisode et j'aimerais finir par vous encourager, si dans certains aspects de votre vie vous avez l'impression que vous n'avez pas le choix, ou que vous le dites carrément, de vous demander « Et si je croyais que j'avais le choix, qu'est-ce que ça changerait ?» Et si je croyais que j'avais le choix, qu'est-ce que ça changerait? Et si vous butez toujours contre un mur, n'hésitez pas à venir m'en parler. Un coaching peut vraiment faire une différence et vous aider. Sur ce, je vous dis à tout bientôt.